Il descend du convoi, botte dans la poussière, sans protocole ni discours. Dans le Sahel meurtri, ce geste rompt avec un pouvoir distant et recompose l'autorité autour de la présence, de l'empathie et du courage assumé face au chaos. Que change cette scène pour ceux qui vivent la guerre et que révèle-t-elle d'Ibrahim Traoré ? Une autre idée du leadership apparaît, sobre et risquée. La promesse de cette séquence est claire. Comprendre ce que produit un leadership incarné quand l'État vacille. L'enjeu n'est pas de glorifier un geste isolé, mais d'en mesurer la portée politique, sociale et morale dans un pays en guerre. Pour le public, le bénéfice est concret. Lire les événements sans folklore, distinguer symboles et effets réels, et saisir ce qui peut durablement transformer une armée et sa relation à la société. Le contexte impose la prudence. Le Burkina Faso affronte une violence diffuse, des déplacements massifs et une défiance ancienne entre civils et forces armées. Dans cet environnement, chaque décision pèse sur la cohésion nationale autant que sur la sécurité immédiate. L'analyse qui suit s'engage à rester factuelle, à hiérarchiser les causes et les conséquences et à éviter l'exagération. Un fil directeur guidera la lecture. Comment des choix humains, assumés publiquement, peuvent modifier le moral, la confiance et l'efficacité collective, sans occulter les risques ni les limites structurelles. La question n'est pas ce qui est montré, mais ce que cela change réellement. En quelques mois, plus de 70% des soldats interrogés déclarent un regain de motivation, un chiffre rare dans un conflit prolongé. Ce basculement ne vient ni d'une victoire militaire décisive, ni d'un afflux massif d'armes, mais d'un changement de posture au sommet. Ibrahim Traoré arrive au pouvoir dans un Burkina Faso épuisé, où l'armée doute, où les civils se méfient et où la guerre semble sans horizon clair. Depuis 2015, la violence s'est enracinée. Des villages ont été vidés, des familles déplacées, des unités envoyées au front avec des moyens limités et une reconnaissance faible. L'institution militaire, longtemps perçue comme un rempart, s'est progressivement retrouvée isolée, parfois contestée. C'est dans ce climat que le nouveau président choisit une voie inattendue, réparer le lien humain avant de renforcer la machine militaire. Le geste fondateur n'est pas un discours stratégique, mais une présence sur le terrain. En partageant le quotidien des soldats, en apparaissant sans mise en scène auprès des familles endeuillées, Ibrahim Traoré envoie un signal lisible. L'autorité ne se place plus au-dessus, elle se tient au milieu. Cette rupture symbolique devient un levier politique. Elle ouvre la porte à des réformes sociales ciblées, pensées pour soutenir ceux qui combattent et ceux qui paient le prix du combat. Le contexte reste pourtant contraint. Les attaques continuent, les ressources sont comptées et l'environnement régional demeure instable. Rien n'indique une résolution rapide du conflit, mais un élément change. La perception du rôle du soldat et, par extension, de l'État. Là où dominait l'abandon et la fatigue morale, apparaît une tentative de reconstruction de la confiance. Cette séquence pose un cadre essentiel pour la suite. Elle ne promet pas la victoire, elle redéfinit les conditions de l'endurance collective. La question centrale devient alors comment traduire cette inflexion humaine en effet durable sur le terrain et dans la société. Le fil narratif se resserre autour de figures ordinaires, loin des centres de décision. Un caporal revenu du front, après des semaines sans relève, décrit une fatigue qui n'est pas seulement physique. Une veuve rencontrée lors d'une cérémonie sobre parle moins de l'aide reçue que de la reconnaissance enfin visible. Ces récits courts éclairent l'impact précoce d'un changement de ton au sommet. Dans ces scènes, le président n'apparaît pas comme un héros central, mais comme un catalyseur. La proximité affichée crée un espace où les soldats osent formuler leurs manques et où les familles cessent d'être invisibles. Ce déplacement du regard modifie la dynamique locale. La parole circule, la défiance recule par à-coups sans disparaître. L'effet n'est ni uniforme ni immédiat, mais perceptible. Sur le terrain, les unités évoquent un moral moins fragmenté. Les civils, surtout en zone rurale, commencent à distinguer l'armée de la violence qui les entoure. Cette nuance est fragile, mais décisive. Elle conditionne la coopération, l'alerte précoce et la capacité à tenir dans la durée. L'approche privilégie l'humain comme point d'entrée sans nier les contraintes opérationnelles. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce cadre comme une présence récurrente,
non comme une solution miracle. L'autorité se construit par répétition et cohérence, pas par un acte isolé. Les premiers effets dessinent une trajectoire possible, retisser des liens pour stabiliser l'effort collectif. Le sens à retenir est simple et exigeant. Au fond, sans confiance minimale, aucune stratégie ne tient. Pendant longtemps, tout suivait la même routine. Des rotations interminables, des familles sans nouvelles, une armée tenue par l'inertie. Puis, une rupture assumée s'est imposée avec une séquence d'actes et une cadence nouvelle. L'activation commence discrètement. Ibrahim Traoré privilégie des décisions visibles et répétables. Présence aux funérailles, visite sans apparat, écoute directe des doléances, chaque geste est simple mais il s'additionne. Le message est constant, personne n'est laissé hors champ. Dans un pays habitué aux annonces sans suite, cette continuité tranche. Le rythme s'accélère avec des mesures ciblées, un fonds dédié aux familles des soldats pas tombés est structuré. Des aides financières arrivent donc plus vite. Les veuves ne passent plus par des circuits opaques. Les orphelins sont identifiés. L'administration s'aligne sur l'urgence humaine. Ce n'est pas une réforme globale, c'est une réponse immédiate. Le signal compte autant que l'aide. Le point culminant survient après une embuscade meurtrière. Le pays retient son souffle. La réaction attendue serait un discours ferme à distance. Le choix est autre. Le président se rend sur place, partage le deuil, s'expose à la colère et à la tristesse. L'image circule. Elle n'efface pas la perte. Elle transforme la relation. L'autorité accepte d'être vulnérable. À partir de là, les décisions s'enchaînent. Une journée nationale rend hommage aux soldats. Les blessés obtiennent des parcours de soins dédiés. Le soutien psychologique entre dans le dispositif militaire. Les rotations au front deviennent plus humaines. Rien de spectaculaire isolément. Ensemble, ces mesures dessinent une architecture. Le sommet donne l'impulsion. Les échelons intermédiaires s'ajustent. Les premiers effets apparaissent en périphérie. Le moral remonte par endroits. Les désertions reculent localement. Les civils signalent davantage de mouvements suspects. La coopération progresse sans triomphalisme. Les limites restent fortes. Les attaques continuent. Les moyens restent comptés. Mais la dynamique n'est plus figée. Les répliques se font sentir au-delà de l'armée. Dans certaines communes, les soldats participent à des actions civiles. Réparation modeste, appui logistique, présence rassurante. La frontière entre uniforme et population devient moins rigide. La confiance reste conditionnelle, mais elle n'est plus absente. Ibrahim Traoré ne promet pas une victoire rapide. Il installe une méthode, prioriser l'humain pour stabiliser l'effort, ancrer l'autorité dans la constance plutôt que dans la peur. Cette séquence n'est ni achevée ni irréversible. Elle crée un précédent, elle impose un tempo. Le choc n'est pas militaire, il est politique. Il redéfinit ce que l'État doit à ceux qui le défendent. Les décisions prises produisent des ondes longues. Elles testent la capacité d'un pays en guerre à tenir par la cohésion. Le pari est clair. Les conséquences le seront tout autant. Au départ, un constat mesuré. Avant les réformes, le soutien institutionnel aux soldats était fragmenté, lent et souvent inégal selon les unités. Après, une inflexion chiffrée apparaît. Le premier indicateur concerne les familles endeuillées. Près de 3000 foyers ont bénéficié d'un appui financier structuré sur une seule année. Ce volume ne dit pas tout, mais il marque un changement d'échelle. L'aide n'est plus exceptionnelle, elle devient systématique. Deuxième donnée clé, la stabilité sociale des bénéficiaires. Environ 80% des familles soutenues déclarent une amélioration tangible de leurs conditions de vie dans les mois suivant l'intervention. Cela ne signifie pas un confort retrouvé, mais une réduction de l'incertitude immédiate. La sécurité financière, même minimale, agit comme un amortisseur psychologique dans un contexte de violence continue. Le troisième axe concerne la réinsertion. Plus de 1500 soldats démobilisés ont intégré des programmes de formation ou d'accompagnement vers des activités civiles. Parmi eux, 450 ont lancé des micro-entreprises locales. Le chiffre est modeste à l'échelle nationale, mais significatif dans des zones rurales touchées par le chômage et l'exode. Chaque activité crée un point d'ancrage, réduit la dépendance et limite les tensions post-conflit. Le moral des troupes offre un autre signal. Une enquête interne fait état de 72% de soldats se disant plus soutenus par leur hiérarchie qu'auparavant. Ce ressenti n'est pas une victoire opérationnelle, mais il influence la discipline, la cohésion
et la persistance au combat. La perception de reconnaissance agit comme un multiplicateur d'endurance. La rotation des effectifs apporte un indicateur complémentaire. Les unités bénéficiant de périodes de repos régulières rapportent une amélioration de performance estimée à 35% par rapport au déploiement continu. Cette donnée ne mesure pas l'issue des affrontements, mais la capacité à tenir dans la durée. La fatigue chronique recule, les erreurs diminuent, la vigilance progresse. Enfin, le soutien psychologique entre dans le champ des chiffres. Près de 60% des soldats suivis signalent une réduction de symptômes liés au stress post-traumatique. L'intégration de psychologues au plus près des unités constitue une rupture culturelle. Elle ne supprime pas le traumatisme, mais elle en limite les effets cumulés. Ces indicateurs ne racontent pas une transformation totale. Ils décrivent une trajectoire. Les attaques persistent, les ressources restent contraintes, les résultats varient selon les régions, mais la tendance est lisible. L'investissement humain produit des effets mesurables sur la résilience collective. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour légitimer une approche souvent critiquée comme trop sociale pour un pays en guerre. Les chiffres ne prouvent pas une victoire. Ils démontrent une capacité accrue à durer. Dans un conflit prolongé, cette capacité devient une condition stratégique. La question n'est plus de savoir si ces mesures sont utiles. Elles portent désormais sur leur soutenabilité, leur extension et leur articulation avec les impératifs sécuritaires. Les nombres ouvrent le débat. Ils n'enferment aucun. Les critiques se structurent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme que l'accent mis sur le social affaiblit la capacité militaire. Selon cette lecture, consacrer des ressources au soutien psychologique, aux familles et à la réinsertion détournerait l'attention des besoins urgents en armement, en renseignement et en formation tactique. Dans un contexte de guerre asymétrique, chaque délai serait un risque supplémentaire. Le second argument pointe une dépendance accrue vis-à-vis de l'État. En prenant en charge les soldats au-delà du front, le pouvoir central créerait une attente permanente, difficile à soutenir dans la durée. Cette logique pourrait fragiliser l'institution si les promesses ne sont pas tenues. Pour ces détracteurs, une armée efficace repose avant tout sur la discipline et la dissuasion, non sur l'empathie. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent que la guerre impose des choix tragiques et que les ressources sont finies. Pourtant, les données disponibles permettent une réponse nuancée. Le moral n'est pas un supplément d'âme, c'est un facteur opérationnel. Les unités bénéficiant d'un soutien structuré montrent une meilleure cohésion et une endurance accrue. Cela ne remplace ni l'équipement ni la stratégie, mais cela en conditionne l'efficacité. Un autre point souvent négligé concerne la relation avec les civils. Une armée perçue comme protectrice obtient davantage d'informations locales, réduit les frictions et limite les erreurs coûteuses. Cette coopération informelle n'apparaît pas dans les bilans militaires classiques, mais elle influence le terrain. Le soutien social agit alors comme un levier indirect de sécurité. Ibrahim Traoré défend cette approche comme un rééquilibrage, non comme une substitution. L'objectif n'est pas d'opposer humanité et efficacité, mais de les articuler. Les critiques soulignent des risques réels, notamment celui de la soutenabilité financière. La réponse consiste à prioriser, à mesurer et à ajuster, plutôt qu'à abandonner l'orientation choisie. Au fond, le débat oppose deux visions de la force. L'une privilégie la contrainte immédiate, l'autre mise sur la résilience collective. Dans un conflit prolongé, aucune des deux ne peut suffire seule. La question décisive devient alors celle du dosage et du temps. Le centre de gravité bascule. Jusqu'ici, l'attention portait sur les gestes et leurs effets immédiats. Le révélateur se situe ailleurs. La transformation change la manière dont la guerre est comprise et conduite. En plaçant l'humain au cœur du dispositif, Ibrahim Traoré déplace la logique dominante de la réaction permanente vers l'endurance organisée. Ce basculement n'est pas spectaculaire, il est structurel. La clé réside dans l'alignement. Les mesures sociales, le soutien psychologique et la rotation des troupes cessent d'être perçus comme des concessions. Ils deviennent des outils de stabilisation. L'armée n'est plus seulement un instrument de coercition, elle devient un pilier de cohésion.
Cette relecture modifie les priorités internes et la manière d'évaluer le succès. Ce changement reconfigure aussi la relation avec la population. Les civils ne sont plus uniquement des victimes à protéger ou des risques à contrôler. Ils deviennent des partenaires conditionnels. L'information circule mieux, les tensions locales s'atténuent par endroits, la sécurité gagne en profondeur plutôt qu'en visibilité. Le cœur du révélateur tient en une idée simple. La guerre ne se gagne pas seulement par la supériorité matérielle, mais par la capacité à tenir ensemble. Cette approche expose à des critiques et à des contraintes budgétaires. Elle offre cependant un avantage décisif dans le temps long. À partir de ce point médian, les conséquences ne se mesurent plus seulement au front, elles s'observent dans la société, l'économie locale et la légitimité de l'État. Le récit change d'échelle. Les conséquences deviennent concrètes lorsqu'on observe les effets par groupe au-delà des intentions. Pour l'État d'abord. Les administrations locales notent une baisse des frictions avec les forces armées et une meilleure circulation des informations de terrain. Cette amélioration n'est ni uniforme ni garantie, mais elle réduit les angles morts. La coordination gagne en lisibilité, ce qui limite les décisions prises dans l'urgence permanente. La légitimité institutionnelle, fragilisée par des années de crise, trouve un point d'appui supplémentaire. Pour les forces armées ensuite, les soldats décrivent un sentiment de reconnaissance plus stable, qui ne dépend plus uniquement des résultats opérationnels. Les rotations et le soutien psychologique atténuent l'usure sans l'effacer. La discipline se renforce par adhésion plutôt que par contrainte. Les unités signalent une meilleure cohésion interne et une capacité accrue à maintenir l'effort dans des zones difficiles. L'efficacité ne progresse pas par miracle, mais l'endurance s'améliore, ce qui change l'équation du temps. Du côté des civils, l'impact est plus diffus mais décisif. Dans plusieurs zones rurales, la perception de l'armée évolue. Les soldats sont moins souvent assimilés à une force étrangère ou prédatrice. Cette nuance favorise l'alerte précoce et la coopération minimale, indispensable face à des groupes armés mobiles. La confiance reste conditionnelle et réversible, mais elle existe là où elle avait disparu. La sécurité ne devient pas visible, elle devient progressive. Pour l'économie locale, enfin, les programmes de réinsertion jouent un rôle d'amortisseur. Les micro-entreprises lancées par d'anciens combattants créent des revenus modestes mais réguliers. Elles stabilisent toutes des familles et réduisent la tentation de la violence ou de l'exode. L'effet est cumulatif. Chaque activité soutenue renforce le tissu social et limite les chocs secondaires du conflit. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de convergence plutôt qu'un acteur isolé. Les décisions prises sous son autorité produisent des effets différenciés selon les groupes, mais elles partagent un socle commun, la réduction de l'abandon. Cette orientation n'élimine pas les menaces, elle en modifie l'impact. Le résultat central tient en une observation. Lorsque l'État soutient ceux qui le défendent et ceux qui en subissent naguère, il gagne du temps et de la cohésion. Ce gain n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. Dans un conflit prolongé, cette accumulation devient un avantage stratégique discret mais réel. La suite dépendra de la capacité à maintenir cet équilibre sans rompre la soutenabilité financière et politique. Les effets positifs observés posent une exigence claire. Transformer l'essai sans surpromesse. Les 6 à 12 prochains mois ouvrent 3 trajectoires possibles, sans certitude ni raccourci. Le scénario de base repose sur la continuité maîtrisée. Les réformes sociales et militaires se poursuivent à rythme constant, sans extension brutale. L'armée maintient une endurance accrue, la coopération civile progresse par zone et l'État évite une rupture majeure. La situation sécuritaire reste tendue, mais contenue. Ce scénario n'apporte pas de victoire rapide, il stabilise le temps et limite l'érosion. Le scénario optimiste suppose un alignement favorable. Les programmes de soutien gagnent en efficacité administrative, les rotations sont respectées et la coordination régionale s'améliore. Les groupes armés rencontrent davantage de résistance locale, l'information circule plus tôt et certaines zones voient une baisse des attaques. L'économie de proximité bénéficie d'un regain d'activité lié à la réinsertion. Cette trajectoire exige des ressources et une discipline politique constante. Elle reste fragile face aux chocs externes.
Le scénario de risque s'impose si l'équilibre se rompt. Une pression budgétaire accrue, des attentes non satisfaites ou une recrudescence d'attaques peuvent inverser la dynamique. La fatigue revient, la confiance se délite et les critiques gagnent du terrain. L'approche humaine est alors perçue comme insuffisante ou coûteuse. Les tensions internes augmentent, réduisant la marge de manœuvre du pouvoir. Dans chacun de ces cas, le rôle d'Ibrahim Traoré demeure central, non comme garant de résultats immédiats, mais comme arbitre des priorités. La différence se joue dans la capacité à ajuster sans renier. Maintenir le cap tout en corrigeant les angles morts devient la compétence clé. Une recommandation de lecture s'impose. Penser en termes de conditions plutôt que de promesses. Si les ressources suivent, si la cohérence est préservée, alors l'endurance peut produire des effets cumulatifs. Si l'un de ces piliers cède, la trajectoire bascule. L'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de préparer les marges. Dans un contexte incertain, la lucidité stratégique vaut plus que l'optimisme ou la peur. À ce stade, l'enjeu touche directement le lecteur, quel que soit son point d'observation. Pour ceux qui suivent l'actualité sécuritaire, cette trajectoire invite à revoir les critères d'évaluation. La performance ne se limite plus aux cartes et au bilan d'opération. Elle inclut la capacité d'une société à soutenir ceux qui la protègent sans se fracturer. Regarder autrement, c'est déjà agir. Pour les acteurs engagés dans la vie civile, le message est plus immédiat. La coopération minimale, l'acceptation réciproque et la circulation d'informations fiables deviennent des gestes de protection collective. Rien d'héroïque, des choix quotidiens. Signaler, dialoguer, refuser la rumeur. Ces micro-actions pèsent davantage quand la confiance n'est plus inexistante. Pour les décideurs locaux et les cadres intermédiaires, la leçon est pragmatique. La cohérence prime sur l'annonce. Mieux vaut une mesure tenue qu'une promesse étendue. Prioriser, mesurer, ajuster. La soutenabilité n'est pas une contrainte abstraite. Elle conditionne la crédibilité. Chaque écart fragilise l'ensemble. Deux pistes concrètes émergent. D'abord, documenter les effets réels des politiques menées, y compris leurs limites. La transparence réduit les malentendus et désamorce les critiques excessives. Ensuite, renforcer les espaces de dialogue entre civils et forces armées à l'échelle locale. Ces espaces, modestes, préviennent les ruptures silencieuses. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de référence qui engage, mais il ne peut agir seul. La dynamique décrite repose sur des relais, des comportements et des arbitrages partagés. Le lecteur n'est pas spectateur, il est partie prenante du climat collectif. La question à garder en tête est simple et exigeante. Quelle pratique renforce la cohésion sans nourrir l'illusion ? Répondre honnêtement à cette question, c'est déjà contribuer à la stabilité. La suite logique prend la forme d'une feuille de route opérationnelle. Penser pour durer. D'abord, il faut consolider l'existant. Les dispositifs de soutien aux familles et aux blessés doivent être sécurisés budgétairement et administrativement avec des délais de versement clairs et vérifiables. Les ministères sociaux et la défense doivent agir immédiatement. La régularité des paiements et la couverture des bénéficiaires permettront de mesurer l'avancée. Ensuite, il convient de institutionnaliser la rotation et le suivi psychologique. Les règles doivent être formalisées, appliquées de manière homogène et auditées. L'état-major et les services de santé doivent agir dans les 6 mois. Le taux de rotation respecté et l'accès effectif aux soins serviront de mesure. Puis, il devient essentiel de étendre la réinsertion ciblée. Priorité aux zones rurales les plus fragiles avec des formations courtes et des microfinancements encadrés. Les agences locales et les partenaires techniques doivent agir sur 12 mois. Le taux de maintien des activités et les revenus générés permettront de mesurer l'impact. Dans la continuité, il faut aussi renforcer le lien civilo-militaire local. Des cadres de dialogue réguliers, simples et documentés doivent être mis en place. Les autorités locales et les unités déployées doivent agir en continu. La participation et la résolution de litiges seront des indicateurs. Enfin, il est indispensable de évaluer et ajuster. Des indicateurs limités, publics et comparables dans le temps permettent de corriger sans renier. Un organe de suivi indépendant doit agir chaque trimestre. La publication et les corrections effectives permettront de mesurer. Ibrahim Traoré porte la cohérence politique de cette trajectoire. Le succès ne tient pas à l'annonce, mais à l'exécution disciplinée.
Si chaque étape est tenue, l'approche humaine se transforme en capacité stratégique. Si l'une faiblit, l'ensemble vacille. La clé n'est pas l'ambition, mais la constance mesurée. Le récit revient à ces visages entrevus plus tôt. Le caporal qui comptait les jours retrouve un rythme supportable. La veuve, encore marquée par l'absence, parle désormais d'un avenir praticable pour ses enfants. Rien n'est effacé, la guerre demeure, mais quelque chose s'est déplacé. L'abandon n'est plus total. Ce retour au personnage rappelle l'essentiel. Les politiques publiques prennent sens lorsqu'elles se traduisent en continuité vécue. La reconnaissance n'est pas un slogan, elle s'inscrit dans des gestes répétés, des délais respectés, des présences tenues. C'est là que la confiance cesse d'être abstraite. Elle devient expérience. Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme un héros isolé, mais comme le point d'origine d'une cohérence maintenue. L'émotion ne vient pas d'une scène spectaculaire, mais d'une normalité retrouvée par fragments. Tenir, revenir, être vu. Ces verbes modestes structurent la résilience. La dignité répare ce que la peur fracture. Cette phrase ne promet pas la paix. Elle dit pourquoi certains continuent. Le motif initial, marcher avec les siens, trouve ici son écho durable. La transformation la plus solide n'est pas celle qui brille, mais celle qui persiste quand l'attention se détourne. Le fil se referme sans triomphe. Il laisse une image simple, des vies moins suspendues parce qu'un cadre a été tenu. C'est peu et c'est décisif. La conclusion n'appelle ni l'adhésion aveugle ni le rejet réflexe. Elle invite à une lecture plus exigeante du pouvoir en temps de crise. Ce qui se joue ici dépasse un pays et un moment. Il s'agit de comprendre comment une société choisit de tenir quand les ressources manquent et que la peur insiste. L'approche décrite ne supprime pas les risques. Elle propose un cadre pour les affronter sans se dissoudre. Observer cette trajectoire, c'est interroger ses propres critères. Qu'attend-on d'un État en guerre ? De la force immédiate ou une capacité à durer sans se déchirer ? La réponse n'est pas universelle, elle dépend des contextes, des histoires et des contraintes. Mais la question mérite d'être posée, sans slogan. Ibrahim Traoré incarne une tentative parmi d'autres, avec ses limites et ses exigences. Elle rappelle que le leadership se mesure aussi à la cohérence tenue quand l'attention retombe. Le débat reste ouvert et il gagne à être mené avec rigueur et nuance. Si ce récit vous a éclairé, partagez vos analyses, confrontez-les, enrichissez-les. Les échanges informés nourrissent en des choix plus lucides. Quelle lecture faites-vous de cette voie et quelles conditions la rendraient durable selon vous ?